Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une review de mes lectures du mois de septembre et début octobre. C'est parti. Je vais commencer avec celui qui est le plus frais dans mon esprit puisque je l'ai terminé hier soir. C'est Black Venus de Dahlia Blake. C'était pas un livre que j'avais prévu de lire puisqu'il n'était ni dans ma wishlist, ni dans ma palle, ni de ce que vous voulez. En fait, début octobre, j'ai eu une panne, mini panne de lecture, c'est-à-dire que j'ai commencé, j'allais dire 1 milliard, mais c'est quand même peut-être abusé. J'ai commencé peut-être 8 livres où je lisais 50, 100 pages et après je dis wow, allez, j'ai envie d'en lire un autre. Je passais à un autre. Et rebelote, je lisais 50, 100 pages, mettais de côté parce que j'avais envie d'en lire un autre. Bref. Et je me rends en librairie comme pratiquement tous les jours. Et je vois ce livre qui est une romance... c'est marqué romantique suspense. Et franchement, j'ai kiffé ma lecture. On dirait pas comme ça, mais c'est un beau bébé. Il fait un peu plus de 500 pages. Je l'ai lu en même pas une semaine, ce qui est énorme puisque... étant donné mon rythme de lecture depuis le début octobre, je pensais que jamais j'allais lire un livre. Donc, je vous lis le résumé et après je vous parle un petit peu de ce que j'ai ressenti. Violette Baker fait rêver Paris avec son spectacle aux Folies Bergères. Influenceuse adulée le jour, reine du cabaret la nuit, elle navigue dans un monde de paillettes et de secrets. Ethan Legrand, séduisant journaliste, veut écrire sa biographie. Du moins, c'est ce qu'il prétend, car derrière le charme d'Ethan se cache Onyx, un espion de la DGSE. En apparence, sa mission est simple, utiliser Violette pour s'infiltrer dans l'entourage d'un mania de la tech aux intentions douteuses. Mais à mesure qu'Onyx se plonge dans l'univers envoûtant de Violette, les frontières se brouillent et les sentiments qu'il croyait feindre pour la séduire deviennent dangereusement réels. On est d'accord, on est là à la base pour la romance. Mais j'ai trouvé du coup, déjà, les personnages incroyables. J'ai trouvé que l'histoire était très bien menée, qu'il y avait de la tension tout le temps. Si vous avez aimé la série Le Bureau des légendes, je pense que ce livre pourrait vraiment vous plaire. J'ai aimé Violette, j'ai aimé Ethan, j'ai aimé voir comment se préparait la mission et aussi voir l'envers du décor sur, en fait, c'est quand même si ce sont des espions, on reste pas moins des êtres humains avec des sentiments, avec des peurs et on peut être l'agent ou l'espion, le meilleur espion ou le meilleur agent qui soit, il y aura toujours cette humanité qui peut nous faire chavirer et on peut se laisser submerger par nos émotions. Je sais pas si j'en parle bien. J'ai pleuré, j'ai ri. Je sais pas si on peut appeler ça un roman d'espionnage, mais oui, parce que ça en parle quand même. C'est des agents de la DGSE, donc c'était trop cool. Je sais pas comment le dire autrement. Dahlia Blake, elle dit que c'est inspiré de Joséphine Baker pour créer le personnage de Violette, et j'avoue que ça se ressent énormément dans le roman, et franchement c'était un régal. Joséphine Baker. En fait, j'ai trouvé que la lecture était très rythmée puisque on passe d'un chapitre à l'autre. Alors, des fois pas d'un chapitre à l'autre parce que... Attendez, hop, je vais vous montrer. Hop. Par exemple, le chapitre 1, c'est Onyx, qui est un nom de code évidemment. Le chapitre 2, c'est sur Violette. On a une alternance de points de vue à chaque fois et ça, j'ai trouvé que ça rythmait pas mal la lecture. Franchement, je l'ai trouvé addictif ce livre, il n'y a pas d'autre mot. Je serais passée à côté si sur Insta, elle s'appelle Ares Booksta. Bon bref, je vous mettrai son compte par là ou par là ou par là, ou peu importe, vous aurez son compte. En fait, elle a parlé du tome 2, qui est Blood Viper. Et en fait, elle a fini en PLS et je me suis dit, mais c'est un tome 2, qu'est-ce que c'est que le tome 1? J'ai vu le tome 1. Alors vous pouvez le lire dans l'ordre que vous voulez, il n'y a pas de problème. Les tomes des légendes peuvent être lus dans n'importe quel ordre. Voilà, moi j'ai préféré commencer par celui-ci, mais le tome 2 a l'air incroyable. Donc l'histoire se déroule à Paris, on suit Violette qui est danseuse, chanteuse aux Folies Bergères à Paris. Elle a un spectacle qui cartonne et en fait Ethan va devoir, sous sa légende, s'infiltrer. Il va faire croire qu'il veut écrire la biographie de Violette. Enfin, je viens de le lire, je m'en souviens déjà plus. N'importe quoi. Pour pouvoir pour pouvoir intégrer sa vie, passer du temps avec elle et se rapprocher de ce fameux Rajesh, pour être précis. Pour que la DGSE puisse avoir des renseignements sur ce mec-là, de ce qui manigance, quoi. Voilà. Bon, Violette, elle est sublime. Ethan, pépitas. Et forcément, ça va faire des étincelles, puisque les deux, en plus, ont des caractères bien trempés. Ils m'ont fait rêver. Voilà. Donc, romance 5 sur 5. L'histoire en elle-même, pépite, je recommande. Et bien sûr, évidemment que j'ai acheté le tome 2. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais je l'ai déjà acheté. Oula.
ça c'est fait. Ensuite, on enchaîne avec un livre que j'ai lu. Alors je triche un peu parce que je l'ai lu vraiment toute fin août. Mais je trouve qu'il se prête vraiment à l'automne. C'est Graveyard Shift de ML Rio qui a écrit If We Were Villains, que j'avais adoré. Alors il est tout petit. Il est minus, il fait 140 pages, donc je l'ai lu très vite. C'est une nouvelle, donc forcément il est petit. ML Rio frappe encore une fois très fort avec cette nouvelle. Dès les premières lignes, on est plongé dans une ambiance bien glauque. 5 potes se retrouvent dans un cimetière pour fumer. Mais qui fait ça? Qui fait ça déjà? Sauf qu'un jour, ils tombent sur un trou fraîchement creusé. Le souci, c'est que le cimetière il est à l'abandon depuis des années. Que plus personne n'y est enterré depuis je ne sais combien de temps. Donc, qui a creusé ce trou? Pour qui? Pourquoi? Mystère. Et voilà comment démarre l'enquête. Parce que oui, plutôt que de fuir comme toute bonne personne bien constituée psychologiquement, moi, enfin, je suis pas très bien constituée, très bien psychologiquement quand même. Mais t'as compris, comme grosse flippette que je suis, déjà, je vais pas dans un cimetière. Ça va pas ou quoi? Encore moins pour fumer des clopes. Déjà, je fume pas non plus, donc... Bon, bref. Eux, ils décident de creuser l'affaire. Ça va pas bien là-haut. Hein. Comme toute nouvelle, c'est court, mais honnêtement, ça rend l'histoire encore plus intense. Il n'y a pas de temps mort, l'action s'enchaîne vite et on a toujours envie de savoir ce qui va se passer. J'ai adoré la construction façon roman choral. Un chapitre, un perso. Ça donne du rythme et ça rend la lecture hyper prenante. Franchement, ML Rio est impressionnante. Franchement, cette histoire, elle aurait mérité un vrai livre. Elle aurait mérité un roman. J'en voulais plus. Quand j'ai tourné la dernière page, je me suis dit, oh non, déjà? C'est déjà fini là. Sérieux. Les personnages sont attachants au point que on a l'impression vraiment de faire partie de ce groupe, mais vraiment entièrement. On a l'impression d'être un personnage en plus dans l'histoire. Je persiste et signe, il y avait vraiment de quoi faire un one-shot, avec minimum 400 pages. Le seul petit bémol pour moi avec ce roman, c'est la fin qui a été abrupte, et j'avoue un peu fou. J'ai envoyé quelques messages à des copains, copines Booksta qui l'avaient lu, pour leur demander ce qu'ils avaient compris et si j'avais bien compris la même chose qu'eux. En bref, une petite dose de frisson, un soupçon de glauque, donc parfait pour accompagner vos soirées d'automne. Okay. Ensuite, celui-là, j'avoue que j'ai pris du muscle en le lisant parce que du coup, il est énorme. J'ai lu Babel de R.F. Kuang. Alors, c'est un livre qui me faisait un peu peur parce que déjà c'est un pavé, on passe de... Merde, il est pas là. On passe de ça à ça. J'ai mis 1000 ans à le lire. Alors, je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. Et je vais m'expliquer. Babel, c'est pas un long fleuve tranquille, ça c'est certain. R.F. Kuang, elle te catapulte en pleine Angleterre victorienne. T'as à peine ouvert le livre que tu te prends dans la tronche. Racisme, misogynie, et j'en passe. On va pas le faire t'as qu'à le lire si t'as envie de savoir tout ce qu'il y a. Bref, il n'y a pas grand chose qui est épargné. Au début du roman, l'écriture semble fluide et tu gobes tout sans avoir l'impression d'avaler un pavé universitaire. Le colonialisme, allez bim, parlons-en, c'est le cœur du bouquin. Et là où ça aurait pu tourner au cours magistral sur le sujet, clairement il y a de quoi dire, ben non, c'est subtil et ça claque. Une vague tranquille. Tu vois, elle arrive douce et elle te renverse et tu te retrouves les 4 fers en l'air. Et puis, il y a la trouvaille intéressante. La magie. Et oui, quand même, un petit peu. Mais oublie tout ce que tu sais. Ici, il n'y a pas de baguette magique ou de sort à rallonge. La vraie puissance, elle est dans les langues. Oui, chaque mot, chaque traduction devient une arme. Perso, j'ai trouvé ça brillant, original et prenant. Mais soyons honnêtes, parfois, c'est long. C'est long. C'est trop long. Les chapitres s'étirent, les détails linguistiques s'accumulent et t'as des moments où tu t'y vas, ça avance ou bien? Je suis chaud patate là. C'est quand que ça envoie le pâté? Résultat, le rythme fait un peu le yo-yo. Un chapitre qui avance bien, l'autre qui rame sévère, c'est un peu frustrant. Mais attends, parce qu'à la moitié du roman, changement important. Là, c'est l'ascenseur émotionnel version accélérée. L'histoire s'emballe et tu tournes les pages sans voir leur tourner. Et franchement, ça devient quasiment un page turner. Quasiment. Parce que je dis quasi parce que, oh, faut quand même se la farcir la bricasse. Et la fin, oh my god, j'étais pas prête. Ça prend une dimension philosophique intéressante et ça te fait réfléchir un petit moment après avoir fermé le bouquin. Parce que c'est pas mal aussi de réfléchir de temps en temps. Donc ouais, Babel, c'est exigeant, parfois trop lent, mais plutôt riche et marquant. Tu ris pas beaucoup, ça c'est sûr. Mais tu trembles, tu réfléchis, tu pestes. Pas mal. Et au final, c'est ce qu'on peut attendre d'un bon roman, non? Lisez Babel. Ensuite,
j'ai lu Le Cri-Soleil de Siècle Valban, je sais pas. Je vous le mettrai là parce que je l'ai prêté à une collègue de boulot. Oui, je prête mes livres, mais seulement aux collègues qui, je sais, en prendront soin. Déjà, quand la personne, elle a une pochette à livres, j'ai plus confiance que quelqu'un qui va le fourrer dans son sac comme ça. Voilà. Donc, Le Cri-Soleil, c'était une super fantaisie inspirée du mythe d'Akhenaton. Déjà, ça donne un petit vent de fraîcheur. Mythe d'Akhenaton, on le voit pas partout. Pourquoi je parle comme ça? Prends un plaid parce que cette lecture donne un chouïa frisqué. Dans ce bouquin, le monde qu'on connaît, il n'existe plus. Tout est gelé, recouvert par le monde froid. Il y a quelques cloches géantes pour protéger les survivants et une cité-lumière dirigée par un cri-soleil qui s'appelle Phare. Et crois-moi, le monde froid, c'est pas une petite brise bien fraîche. Impossible d'y vivre. Même pour faire une petite balade, faut t'équiper comme si t'allais escalader l'Everest. Crampons, couverture de survie et tout le bazar. Parce que c'est glacier et pénombre à perte de vue. Ambiance du coup pas vraiment détente, tu te pelles les miches comme c'est pas permis. Du coup les gens survivent planqués sous des cloches. Mais les naissances sont rares et petit à petit, le monde s'éteint. Ça c'est pas cool. Il y a que dans les cités lumières où tu peux encore respirer à l'air libre, lever la tête et voir les étoiles. C'est bien dommage parce que c'est beau les étoiles. Pas celle bricolée par la technologie Xiong. Ce qui est fou dans ce roman, c'est qu'on a un très bon mix entre dystopie et mythologie. Ici, le soleil, disparu, terminé. Mais les humains ont trouvé une combine, comme d'hab. Certains enfants se transforment en cri-soleil. Genre des dieux vivants, ouais, c'est ça. Par contre, spoiler alerte, c'est loin d'être un cadeau pour eux. Grâce à ces cris-soleil, la Cité Lumière a de l'électricité, du chauffage, de l'eau chaude, bref, le confort. Mais c'est pas gratos, ce sont leurs corps à eux qui encaissent tout. Eux se sacrifient pour que les autres puissent vivre. Et là, bam, dans ma... Faut que j'arrête d'être vulgaire. Je le dis juste bam. Et là, bam, grosse réflexion perso. Mes grands-parents disaient toujours « après moi le déluge ». Petite, je pigeais pas trop. Maintenant, je traduis ça par je m'en fiche de ce qui arrivera après moi, donc après que je sois ok. Tant que moi, je vis bien et je profite en fait. Mais en vrai, si on pouvait faire autrement, ce serait pas mal, non? Ce que j'ai adoré aussi, c'est que l'autrice, elle arrive très bien à montrer que l'humain est égoïste. Le je avant le nous. Comme si on était dans l'incapacité de penser collectivement pour le bien de tous. Et en plus de ça, le récit a une vibe hyper spirituelle. Franchement, ça m'a mis une vraie claque. J'aurais aimé en avoir plus, comme d'hab. Jamais satisfaite, la dame. Oui, jamais satisfaite. Mais pour un one-shot de 280 pages, il fait clairement le taf. Et puis l'imagination et la plume de l'autrice. Ensuite, celui-là, c'est mon coup de cœur intersidéral. C'est L'homme qui lisait des livres de Rachid Benzine. Je ne l'ai pas en physique puisque je l'ai prêté à ma belle-mère, que j'aime de tout mon cœur. Je fais ça alors qu'elle n'a jamais regardé ma vidéo. Mais je l'aime quand même, sachez-le. Donc, faites-vous couler un petit café et venez écouter l'histoire de Nabil. Un choc littéraire. Voilà ce que j'ai ressenti à la lecture de ce roman, qui est pour moi l'incontournable de la rentrée. Littéraire, de la rentrée, comme tu veux. Je serais sans doute passée à côté sans ma libraire préférée, Camille. Arrête pas de tourner cette bague, elle m'énerve. Oh putain, j'ai pas fait gaffe. Putain. Ah. Oh, putain. Je serais... Non, si tu as, s'il te plaît. Je serais sans doute passée à côté sans ma libraire préférée, Camille. Et quel dommage ça aurait été. Après Lettre à Nour, c'est le deuxième livre de Rachid Benzine que je lis. Et je crois qu'il est en train de devenir mon auteur favori. C'est comme ça, c'est la vie. Sa plume, quelle beauté! Là où s'inscrit l'horreur, il y dépose son cœur, son âme, pour nous transmettre toute la complexité. Avec L'homme qui lisait des livres, Rachid Benzine nous emmène à Gaza. Un lieu dont on parle beaucoup, mais qu'on connaît si mal. Réduite trop souvent aux seules images de guerre et de ruines, cette terre est aussi chargée d'histoire, de culture et de vie. Et c'est précisément ce contraste que le roman met en lumière. L'éclat des livres face à l'ombre de la guerre. Au milieu des destructions, Julien, photographe français, croise la route de Nabil, un vieux libraire. Entouré de ses ouvrages qu'il relit inlassablement, Nabil nous montre que lire n'est pas un simple passe-temps, c'est un acte de résistance. Chaque page devient pour lui une manière de préserver sa dignité, de continuer à croire en l'humanité malgré tout ce qu'il a traversé. Je peux vous dire que c'est gratiné. Sa librairie, dressée au cœur des ruines, incarne ce refuge fragile et puissant à la fois. La littérature comme patrie intérieure, comme souffle vital quand tout s'écroule. Court par sa forme, je crois qu'il doit faire
un tout petit peu plus d'une centaine de... 130 pages, pas plus. Mais immense par sa portée. Ce roman est une fable contemporaine, empreinte de poésie, de gravité et surtout d'humanité. À travers la voix de Nabil Al-Jaber, chaque livre devient un foyer et chaque mot une mémoire. Un texte à lire, mais surtout à ressentir, parce qu'il nous rappelle que même dans les pires ténèbres, les livres continuent d'exister, de soutenir et de témoigner. Un véritable manifeste pour la puissance silencieuse de la lecture. Lisez L'homme qui lisait des livres. C'est un ordre. Ensuite, et ce coup-ci, j'ai le livre. J'ai lu Atalante de Jennifer Saint. C'est pas le premier livre de l'autrice. En fait, j'avais envie de mythologie. Ok, j'avais envie de me lancer dans la mythologie. Et le fait que ça soit déjà dans la forêt, au plus profond de la forêt, etc., dans le résumé, ça m'a plus attiré. Et puis, soyons honnêtes, il était plus petit que les autres. Donc, pour commencer, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, il fait un tout petit peu plus de 300 pages. Donc, let's go. En plus, c'est même pas moi qui l'ai choisi, celui-ci, c'est mon mec. Mon mari, pardon. C'est mon mari qui me l'a choisi parce que j'avais envie de partir sur autre chose. Je trouve que la fantaisie, enfin, encore une fois, je sais pas si c'est dans cette année, je crois que j'ai répété 50 fois les mêmes choses. Je trouve que la fantaisie, on tourne un peu en rond. Donc, j'avais envie d'un petit vent frais sur mes lectures. Donc, j'ai lu Atalante. Honnêtement, j'ai pas été déçue. Ça a été plutôt une bonne lecture. Je crois que j'ai mis la note de 3,75 sur 5. Donc, c'est une bonne lecture. C'était pas un truc de dingue. Là, alors, pardon. La plume est très belle. J'ai beaucoup aimé la plume de Jennifer. C'est juste que, par moments, c'était lent. Il se passait pas grand chose. Un peu contemplatif. Mais j'ai aimé. Rejeté par son père, puisque ce n'est pas un garçon, ça commence hyper bien, les gars. Atalante est abandonnée dans la forêt, alors qu'elle n'est qu'un nourrisson. Déjà là, je vais la... J'étais belle. Rien que ça. Recueillie d'abord par une maman ours, trop kiki. Elle sera ensuite sous la protection d'Artémis, déesse de la chasse. Donc, après plusieurs années, Artémis vient chercher Atalante pour lui confier une mission. Ça me gratte. Ok. Rejoindre Jason, comme vous voulez, afin de partir à la conquête de la légendaire Toison d'Or. Rien que ça. Faut pas le faire toute seule, la meuf, n'importe quoi. Une quête qui doit permettre à Atalante de prouver sa valeur aux yeux de la déesse. Ça sent la sueur, le sang et les égos masculins. Ça va pas être simple, ça va pas être une partie de plaisir tout le temps. Première partie, celle que j'ai le plus aimée, la forêt. Poésie, nature, nymphe, sérénité. J'étais bien là, pourquoi je continue le livre? J'aurais dû lire que la partie 1. Voilà. J'étais à 2 doigts de lâcher ma baraque pour aller vivre avec les biches. Jennifer Saint écrit ça tellement bien en plus. C'était apaisant. Ça m'a fait du bien. Deuxième partie, Largo. Largo. Deuxième partie, Largo. Fini la zen attitude. Terminaré. Atalante, c'est la seule meuf du crew. Ok, je te laisse un peu imaginer. Ultra badass. Merci l'éducation 100% forêt. Mais elle doit supporter les réflexions misogynes et sexistes de ces messieurs. Moi, derrière mon bouquin, putain, ça part en baston ou quoi, là? Baston! Et petite parenthèse, j'ai 2 questions. Zeus, c'est un à plein temps ou c'est juste un hobby? Deuxième question, Zeus a-t-il un abonnement sans consentement? Faudrait quand même lui expliquer le concept, ça urge. Bon, j'avoue, il y a quelques longueurs. Sur 300 pages, c'est un peu dommage. Et parfois, j'ai eu l'impression que la mythologie, c'est surtout des métaphores bien perchées. Question existentielle, faut-il être complètement beurré pour tout capter? En tout cas, j'ai kiffé. J'ai très envie de continuer à découvrir d'autres réécritures mythologiques, histoire de mieux connaître ces légendes et leurs dramas dignes d'une télé-réalité divine. On arrive au bout de cette... Ensuite, j'ai reçu en service presse ce roman Silvertown de Elias Green, Supernatural Project. Le livre est sublime. Regardez-moi ça. Hop là, regardez-moi ça. Tac. Alors, bougez pas, je m'en sors pas. Toc, un mélange de western, de vaudou et de chasse aux fantômes, avec une audace réjouissante. Je me suis régalée. Franchement, ce bouquin, il m'a retourné. Pourquoi? Déjà parce qu'il prend un sujet qu'on croit connaître, la guerre de sécession, mais surtout l'après-guerre en fait. Et il secoue sévère en balançant des fantômes flippants, du vaudou et une agence secrète chelou, dirigée par Pinkerton. Oui,
Oui, oui, le détective. Et Victor Hugo. Oui, oui, le vrai, l'écrivain, tout de papier et de lettres vêtues. Rien que ça. Au centre de ce récit, on suit un trio plutôt improbable, mais ultra attachant. Linus, l'ex-soldat coincé dans un corps d'enfant. Un peu tête brûlée, j'avoue, je l'ai kiffé direct. Sa sœur Sinéad, rescapée d'un asile, génial. Et Sam, ancien esclave, devenu sorcier vaudou, qui balance des punchlines avec ses loas. Loas, je ne sais pas, comme tu veux. Clairement, pas des héros en mode parfait, mais des personnages cabossés, bourrés de rancune, de douleur et de contradictions. Résultat, ça sonne vrai, ça pique, sévère, et ça donne de vraies étincelles quand ils doivent collaborer, évidemment. Ce que j'ai kiffé, l'ambiance. Tu passes d'un train hanté à une mine maudite, tu croises des pellucides, font froid dans le dos ceux-là, des spectres bien glauques qui te donnent envie de dormir, la lumière allumée. J'ai la lumière allumée. On juge pas, ok? Et en même temps, tu ressens toute la tension d'une Amérique fracassée par le racisme et les rancunes de la guerre. Que d'émotions donc, avec des scènes qui m'ont fait hurler de rage et d'autres qui m'ont carrément mis les larmes aux yeux. Bref, un western aux allures un peu steampunk qui mélange histoire, magie et frisson avec une audace de dingue. Et la fin, dramatique à souhait, du genre à te laisser comme une junkie qui réclame le tome 2. Allez, ça c'est fait. Ok, hop. Ensuite, je vais vous parler de 2 livres que j'ai commencé. Il y en a un que j'ai commencé en papier, l'autre que j'ai commencé je le fais audio et papier. Je voulais quand même vous faire un petit retour dessus parce que c'est des lectures que j'apprécie beaucoup. Mais c'est des lectures que j'ai commencé quand j'ai commencé 8 milliards de livres en même temps. Bref, c'est des livres que j'ai commencé mais que je n'ai pas terminé. Le premier, c'est Funk Fiction de Kate Stayman London. C'est une romantaisie. J'aime beaucoup ce que je lis parce que, en tant que lectrice de romance et de romantaisie, j'ai plein de book boyfriend. Ok? Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, franchement, qui n'a jamais rêvé, et là je dis bien rêvé, de se retrouver nez à nez avec son crush littéraire? Déjà, si là tu es d'accord avec moi, lis ce livre. En plus, j'aime la façon dont il est construit. C'est-à-dire que on a une alternance entre les livres de Bloodfud. Peut-être vous relire le résumé avant de vous parler de ça. Je vous relis le résumé. Tess Rosenblum a abandonné ses études. Elle passe désormais ses nuits à gérer un hôtel chic de Brooklyn et ses journées à lire ses romans de vampires préférés, la série Bloodfud. Elle écrit parfois des articles en ligne selon lesquels tout ce qui est dans les livres est réel. Mais au fond d'elle-même, elle ne croit pas que les vampires existent vraiment. Jusqu'à ce que l'un d'eux franchisse sa porte et lui demande de l'aide. Tess accepte et se retrouve bientôt dans un monde fantastique, de palais somptueux et de forêts enchantées, sur une île secrète où le ciel ne brille jamais et où elle est entourée de vampires. Visiter le monde de son histoire préférée est le rêve de tout fan, mais Tess sera-t-elle capable de vaincre les démons de son passé et les vampires de son présent, avant que cela ne devienne un cauchemar? Dans cette comédie romantique, sombrement glamour, Tess découvrira si cela vaut la peine de risquer son cou et son cœur pour avoir une chance de reconquérir son avenir. Donc je disais, on a dans le livre une alternance entre les livres de la saga Bloodfud, les podcasts des fans de Bloodfud, ce qui se passe sur l'île et ce qui se passe dans la vie réelle. Donc il y a pas mal de switch. Honnêtement, je trouve qu'il est hyper bien construit. Je sais pas pourquoi je l'ai mis en pause. Parce que j'ai lu 200 pages sur 400. Ouais, j'ai lu à peu près la moitié du livre, à peu près. J'aimais beaucoup. Pourquoi je l'ai mis de côté? Je pense que, comme dans pratiquement tout roman, au milieu du livre, il y a un petit creux. Il y a un petit passage où il se passe peut-être un peu moins de choses qu'au début ou que dans la suite. Bon, la suite, je sais pas, je l'ai pas encore lu. Mais, et du coup, ce qui m'a fait un peu lâcher. Mais en fait, je suis aussi une meuf qui... En fait, j'ai tellement envie de lire tous les livres que je me lasse très vite. C'est-à-dire que si je ne lis pas un livre en 3, 4, 5 jours max, mais maximum, hein, ça me saoule. Ça me saoule parce que j'ai envie d'en lire d'autres. Mais étant donné que j'ai un rythme de lecture plutôt lent, parce que je n'arrive pas à lire vite. Déjà, je suis crevée. Cette rentrée, on va pas se mentir, elle m'a fracassée, elle me roule dessus. Depuis le début septembre, elle fait marche arrière, marche avant. Voilà. Je peux être tranquille, s'il vous plaît? Je prends des vitamines, Bon, c'est pas ton journal intime, c'est dire. Bref, qu'est-ce que je vous disais déjà? Ça me donne envie de me replonger dedans, surtout que j'ai lu pratiquement la moitié. Donc, les personnages sont très cool. L'histoire, elle est sympa. Donc, allez-y. Si vous aimez les vampires. En plus, je trouve que la saison, là, l'automne s'y prête vraiment. Donc, c'est parti. Allez-y, allez-y. Ensuite, et c'est le dernier. Je l'attendais comme le Messie, peut-être pas, mais c'était une sortie. C'était la sortie littéraire de cette année que j'attendais. Pas impatiemment, mais je l'attendais, comme toutes les sorties littéraires. Il s'agit donc de... je me suis fait une entorse du poignet. Alchemise. Non, je rigole.
vas-y. Dis comment tu dis? Alchemize? Ah, on n'est pas des Américains. Ouais. Donc, ce roman, attention. Lisez 10 milliards de fois les trigger warnings. D'accord? Je tiens à souligner qu'il n'est pas fait pour tout le monde, que c'est une dark fantasy et pas une dark romance comme j'ai vu passer sur... c'est de la dark fantasy, d'accord? Je vais vous lire les trigger warnings, parce que je suis sûre que vous n'allez pas les lire sinon. Donc, avertissement. Ce roman, je vais pas dire encore le titre, d'accord? C'est bon, vous êtes foutus de me lasser. Je bug de ouf. Est une œuvre de fantasy noire qui contient des scènes de violence en temps de guerre, de maltraitance religieuse, de traumatisme complexe, d'idées suicidaires, d'automutilation, d'expériences humaines, de torture médicale, d'eugénisme, d'agression sexuelle, de viol et d'allusion à la nécrophilie. Déjà là, merci de noter que la description de ces scènes ne reflète pas l'opinion de l'autrice. Ce roman étant raconté à la troisième personne, le récit comporte nécessairement certaines distorsions de la vision ainsi que des événements manquants ou mal interprétés. La prudence est recommandée au lecteur. Ok? Donc, je réitère, ce n'est pas une dark romance, c'est une dark fantasy. Ça envoie le pâté, les gars. Je le lis en audio, je sais, on dit pas ça, moi je dis ce que je veux, c'est ma chaîne déjà. Donc, je me le fais, c'est bizarre de dire ça. Je l'écoute en audio, d'accord? Parce que, les gars, 1000 pages, je peux construire une maison avec les livres. Si j'en ai plusieurs, je peux construire une maison. C'est des briques. Il y a 1000 pages, j'en suis à... Pas du tout. J'en suis à où? Hop là! J'en suis à 2... Ah, les gars, sérieux, j'ai lu que ça. J'ai lu un livre en fait. Il y a 3 livres dans ce... J'ai lu un livre parce que ouais, il fait 921 pages. C'est beaucoup quand même. Donc, je suis à quelques pages du... Attendez. Parce que j'aime bien faire ça quand même, c'est sympa. Alors... Ah non, c'est pas ça. J'avais vu un truc là. Non? Comment ça? Attends. Ah quoi? Ah ouais? Attends, mais quoi? C'est pas le seul. Ah punaise. Oulala. Ah en fait, quoi? Mais attends, j'avais pas vu ça moi la dernière fois. Ah ouais, donc non, mais j'ai cru que j'avais bientôt fini la deuxième partie, mais il me reste encore quand même... Oh, oui, d'accord. Donc, il me reste encore 40 pages, 42 pages, avant d'arriver à la partie de... Waouh. Alors, je vais vous lire le résumé. La guerre est finie. Que croyez-vous protéger dans votre cerveau? Holdfast est mort. La flamme éternelle s'est éteinte, il ne vous reste plus personne à sauver. Elena Marino était une alchimiste prometteuse. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'une prisonnière, captive de la guerre qui a ravagé Palladia et de sa propre mémoire défaillante. Ses amis et ses alliés de la résistance ont été massacrés, ses pouvoirs neutralisés, et le monde qu'elle connaissait n'est plus qu'un simple champ de ruines. Dans l'après-guerre, Palladia est tombée sous le contrôle des guildes corrompues et de nécromanciens dépravés, dont les créatures mortes vivantes ont assuré le triomphe. Elena est désormais entre leurs mains. Officiellement, elle n'était qu'une guérisseuse sans importance. Pourtant, les mois qui ont précédé sa capture se sont effacés de sa mémoire, et cette zone d'ombre intrigue. Est-elle vraiment aussi insignifiante qu'on le prétend, ou détient-elle, sans le savoir, la clé du dernier espoir de la résistance? Pour découvrir la vérité, elle est confiée au haut préfet, l'un des nécromanciens les plus redoutés du nouveau régime. Cloîtrée dans son domaine, Elena doit se battre pour préserver des bribes de son identité et raviver la mémoire de ce qu'elle était. Mais son geôlier, comme le lieu qui l'entoure, dissimule des secrets bien plus sombres encore, que Elena devra percer, quel qu'en soit le prix. Ah mais les gars. Alors, déjà, il y a eu une polémique autour de « Oui, tout le monde a droit à une édition de fou furieux ». C'est vrai, soyons clairs et nets. J'ai vu les autres éditions, l'édition allemande est incroyable. Il y a des jaspages, il y a des trucs de fou, il y a bon, je sais même plus, des illustrations dedans et tout, etc. Bon, pour moi, le principal, c'est quand même de la voir, d'accord? Ensuite, il y a eu, oui, il y a plein de coquilles, il y a des fautes. C'est vrai que quand on dit Mandel, regarde Mandel, bah quoi? La meuf est narcissique à ce point. Non, je pense qu'il y a eu une faute. En fait, je me dis que, je tiens quand même à souligner qu'en audio, on voit moins on voit pas les fautes d'orthographe déjà. Avant que je vois sur le Bookstack que ça balançait pas mal là-dessus, moi, je l'avais pas remarqué. À part ce petit truc où l'hôtel se regarde. Bref, c'est sombre. Ça pète. Alors là, faut être dans un bon mood quand même pour le lire, hein, parce que c'est dur. On parle de nécromancie, c'est un peu gore, un peu beaucoup d'ailleurs. Il m'a fallu 300 pages quand même pour être vraiment à fond dedans, hein, parce que je vais balancer quand même un petit peu. Je voulais pas le faire, tu sais, mais... C'est pas que je vais balancer, c'est que... Bougez pas, je vais voir, je vais vous prendre quelque chose. Hop là! Quand t'es obligé de t'acheter... Alors, c'était un prétexte sympathique, puisque... Regardez la beauté, ça brille et tout, j'adore, des baladons. De balade en balade, j'allais dire de balade en forêt, n'importe quoi. J'étais obligée de m'acheter un petit carnet. Il faut savoir que, je sais pas par où commencer. Dans ce roman, l'univers est hyper riche. On a des infos dans tous les sens, tout le temps.
tout le temps, tout le temps. Alors apparemment la deuxième partie est moins dense, mais waouh! L'audio, des fois, je devais remettre en arrière un peu parce que je me disais, mais quoi? Pourquoi il dit ça? Pourquoi ça? Ça veut dire quoi? Bref, 920 pages. En sachant que dans la version allemande, il y a un glossaire. Un glossaire que, je sais plus comment il s'appelle, je mettrai son nom, le nom de son compte Instagram par là, m'a envoyé très gentiment sur Instagram. Donc ce que j'ai fait, et j'en reviens à mon petit notebook, c'est que j'ai été acheter ça et que j'ai traduit tout, absolument tout ce qu'il y avait dans le glossaire allemand qui est écrit en anglais. Oula, ça devient très compliqué cette vidéo. Donc c'est l'édition allemande, le glossaire est en anglais. J'ai traduit tout ce que je pouvais et à hauteur de ce que je pouvais traduire et de ce que je comprenais. Merci Google Traduction. Mais des fois, il y a des choses qui voulaient rien dire, donc j'ai essayé de décrypter parce qu'il y en a. C'est un truc de fou. Ce qui m'a légèrement gonflé, légèrement, et après on passe à autre chose, c'est que le livre est sorti, donc avec 0 carte, avec 0 glossaire, et que la maison d'édition, qui est, je sais plus, Ira, moi, la maison d'édition nous balance sur leur compte Insta quelques définitions, genre une dizaine de définitions. Ah voilà, une dizaine de définitions, enfin je sais même plus comment ils ont appelé ça. Attendez, je vais regarder parce que ça commence à me gonfler. Hop, comment ils ont appelé ça? Bougez pas. Oh c'est ça, définition. Découvrez quelques définitions utiles. Ouais, bah oui, bah ouais, c'est super sympa les gars. Et franchement, hein, c'est top. Sauf que vous nous balancez 10 définitions et que dans la version allemande, il y en a plus de 60. Et une semaine plus tard, parce que ça ils nous l'ont balancé le 3 octobre, donc il est sorti le 1er octobre le livre, d'accord? Ça ils nous ont balancé le 3 octobre et ensuite ils nous balancent le 8 octobre, carte officielle de l'univers. Alors là j'étais colère. J'étais colère, ça m'a gonflé. Je me suis dit non mais attendez. Il y a des cartes, il y a 2 cartes que j'ai du coup, imprimées. Voilà, que j'ai imprimé, ok? Pour ensuite enchaîner avec le glossaire. Donc, ça m'a pris plus d'une soirée et demie à tout traduire et à tout recopier, évidemment, au propre, à imprimer les cartes. Moi, ma question, c'est pourquoi? Pourquoi on nous a pas mis de cartes dans ce livre? Au moins les cartes et le glossaire. J'ai rien à cirer qui est un beau jaspage et tout. Moi, ce que je veux, c'est comprendre. Enfin, j'en ai rien à cirer. J'aime bien avoir des beaux livres comme tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais en fait, pourquoi on nous a pas mis de cartes? Ce qui nous sert énormément. Parce que vu que l'univers est dense, hyper riche, il y a des personnages, il y a plein de personnages, il y a des flashbacks. Des gens qu'on connaît pas du coup, parce qu'on est avec Erino tout le temps. Donc celle qui a perdu la mémoire, enfin pas totalement, mais qui a pas de souvenir de ce qu'elle a vécu durant 14 mois, ce qui est énorme. Donc elle a des souvenirs de la fin de la guerre, mais elle a plus de souvenirs pendant pratiquement 1 an et demi. Bah j'aurais aimé en fait avoir ces cartes, pouvoir me plonger un peu plus dans l'univers, comprendre peut-être un peu mieux ce que l'autrice, parce que c'est un univers de dingue qu'elle nous a pondu là chez Niniu. C'est un truc de scène, pourquoi je dis chaîne? N'importe quoi. C'est Niniu, elle nous a pondu un truc, ouais, sérieux, c'est le travail sur ce roman, il est incroyable. C'est noir, c'est glauque, faut avoir le cœur accroché et tout. Je pense qu'elle aurait mérité, cette autrice, en fait, que ses lecteurs comprennent vraiment l'univers complexe qu'elle a créé en fait. Je te fais une toute petite parenthèse sur autre chose. À la base, ce livre, il était entièrement réécrit. Et j'ai pas envie de parler d'elle et en même temps, je vais être obligée. Mais alors, c'est pas du tout pour l'encenser. À la base, c'était une fanfiction qui s'appelle Manacled. Pas trop comment on le dit, mais prends comme tu veux. Et qui était en fait une fanfiction de Harry Potter. Donc, visiblement, une histoire d'amour avec Hermione et Dragon. Donc, un dramion, ce qu'on appelle dans le jargon. Ce livre, il a rien à voir avec Harry Potter. Parce qu'au début de ma lecture, étant donné que j'avais ça en tête, j'essayais de faire des liens en me disant putain mais c'est qui ça en vrai et tout machin, qu'est-ce qu'elle dans la fanfic, qu'est-ce qu'elle a voulu dire, etc. Et c'est ça aussi qui a freiné un peu ma lecture, je dois dire. Mais ce roman, il a rien à voir avec l'univers de Harry Potter. Les choses sont claires, ça n'a rien à voir, vraiment rien. Que ce soit les persos, l'univers, la magie. Parce que là c'est de l'alchimie du coup, ça n'a rien à voir. Donc si vous espérez retrouver ça, c'est pas fait pour vous. Par contre, arrêtez d'associer Senlin Yu et ce roman à Harry Potter. Ça n'a rien à voir. De près ou de loin, les personnages ont été retravaillés, l'univers aussi. Et vraiment, si vous ne savez pas qu'à la base, c'était une fanfic, aucun indice dans le roman
qui peut vous dire ah oui ça c'est ça. Non, j'ai cherché, même moi j'ai pas trouvé alors que j'étais au courant. Donc voilà, je reviens vraiment sur ce qui est écrit. Il n'y a pas une lueur d'espoir. Genre, vraiment, il y a zéro espoir. Je me dis, en fait, depuis le début du bouquin, je me dis, mais en fait, quand est-ce qu'elle va canner? Parce que vaut mieux mourir dans son cas. Attention. Passer l'arme à gauche et que vivre ce qu'elle vit. Mais les gars, il y a de la torture, que ce soit psychologique, physique, il y a des nécro-esclaves. Je sais pas si vous vous imaginez. Moi, un truc qui m'a choqué, c'est qu'elle pense reconnaître quelqu'un de la résistance, Elena Marino. Et en fait, cette personne est décédée puisqu'elle l'a vu mourir et que... oh, je vais chialer, n'importe quoi. Et qu'en fait, j'en sais rien, mais quelqu'un qui pratique la nécromancie a, on va pas dire ressuscité, parce que pour moi c'est pas ressuscité puisqu'elle est morte et que elle n'a plus aucun moyen de réfléchir par elle-même, ou en fait la personne n'existe plus, juste son corps est en mouvement. Et voilà, et c'est tout. Et on s'en sert comme ça. Oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur à lire. Préservez-vous, franchement, il y a des livres qui sont pas faits pour tout le monde. C'est pour ça que je prends mon temps aussi sur celui-là et que je le lis en journée. Et je lis pas le soir au lit quand je vais me coucher ou quand je rentre du travail, etc. Bon, déjà j'ai pas le temps quand je rentre du travail parce que j'ai les petits, mais le soir quand tout le monde est couché, je le prends pas. Ni en papier, ni en audio, parce que pour moi c'est... En fait, j'ai l'impression de le lire en apnée ce livre, tellement il est dur. Il est dur, donc préservez-vous et genre, je vous en reparle quand j'ai un petit peu plus avancé sur le livre. Je pense que j'en reparlerai quand je serai à peu près à la moitié. Préservez-vous. Si c'est pas fait pour vous, c'est pas fait pour vous, c'est pas grave. Il y a plein de livres en fait, il y a plein de genres, il y a plein de sous-genres, il y a plein de livres. Donc si celui-là n'est pas fait pour vous, ne forcez pas en fait. Ne forcez pas et parfois c'est juste pas le moment. C'est pas grave. On passe à autre chose, on lit autre chose et puis on y revient. Ou pas. Ne vous forcez surtout pas parce que c'est là où la panne de lecture pointe le bout de son nez. J'ai lu quelque part que il allait être adapté. Alors je sais pas si c'est en série ou en film, mais il va être adapté. Donc je suis très contente pour l'autrice. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à me balancer vos achats, vos dernières lectures, vos derniers coups de cœur, vos dernières déceptions, ce que vous voulez. Venez discuter, c'est toujours cool. J'ai mal au poignet. Le livre est très gros. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Ça me donne de la force pour en faire d'autres. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!